Aujourd'hui, je vais vous présenter le cours de l'amébiase. Donc, comme d'habitude, le plan de cours, l'introduction, l'épidémiologie, la physiopathologie, clinique, diagnostic et traitement. Donc, on va commencer par l'introduction. Donc, l'amébiase ou bien l'amébiase est une infection parasitaire due à un protozoaire Entamoeba histolytica, le seul espèce pathogène pour l'homme. L'amébiase est cosmopolite. Il existe un risque de contamination pour les voyageurs en pays tropicaux, surtout si ces séjours s'effectuent dans les conditions d'hygiène précaires et s'il est de longue durée. L'amébiase est une maladie du périfical. La transmission se fait par les mains sales et par l'eau et les aliments souillés. La forme invasive d'Entamoeba histolytica est responsable de l'amébiase maladie et les formes minutta et kystiques sont responsables de l'infestation asymptomatique. L'abcès amébien du foie est la complication d'une amébiase intestinale avec un tableau associé à une hépatalgie fébrile, polynucléaire neutrophilie et volumineux abcès unique à l'échographie. La PCR et la sérologie positive surviennent parfois plusieurs mois après le retour de zone tropicale. La confirmation de diagnostic pour l'amébiase colique est basée sur l'examen parasitologie des selles. Le traitement de l'amébiase repose sur l'amébocide diffusible c'est la nitroimidazole et l'amébocide de contact pour éviter les rechutes, c'est la tiliquinol. La prévention repose sur le renforcement des mesures d'hygiène individuelles et collectives. Il n'y a pas de vaccination. Pour l'épidémiologie, donc l'agent causal, l'Entamoeba histolytica, c'est un protozoaire du côlon humain. On distingue deux aspects, le trovozoïde et le kyste. Trovozoïde, c'est la forme végétative mobile et de multiplication avec deux formes. Entamoeba histolytica à pouvoir pathogène invasif et Entamoeba histolytica minutta ou bien dispare commensale de l'intestin non pathogène. Il n'est pas possible à l'examen microscopique de différencier entre Entamoeba histolytica et les autres amibes nettement plus fréquentes et non pathogènes comme Entamoeba minutta ou bien dispare. Deuxième forme, c'est le kyste qui est mobile, c'est la forme de résistance et de contamination. Donc, on se contamine par l'ingestion des kystes. Le réservoir, l'homme est le seul réservoir de parasites, donc Entamoeba histolytica éliminés dans les selles se forment kystiques très résistants et les kystes peuvent survivre plusieurs semaines en milieu extérieur. La transmission des maladies du périfical, la transmission se fait soit directement par les mains sales, soit indirectement par l'eau et les aliments souillés, soit contact étroit avec des sujets infectés par homosexualité. Donc la physiopathologie, on a l'amébobe infestation et l'amébobe maladie. L'amébobe infestation à l'origine d'un portage asymptomatique, les formes végétatives libérées par l'ingestion des kystes ingérés se multiplient dans la lumière digestive et sont excrétées sous forme kystique. Pour l'amébiose maladie, on a deux formes intestinales et tissulaires, surtout abcès du foie qui domine. Donc, les facteurs de passage de l'amébobe d'infestation à l'amébiose maladie est mal connu. La période d'incubation variable quelques jours pour l'amébiose intestinale et quelques mois voire quelques années pour l'amébiose hépatique. L'amébiose intestinale aiguë, donc il y a l'invasion de la mycose colique donnant une ulcération et des abcès en bouton de chemise. Pour l'amébiose hépatique, l'abcès amébien du foie, le passage des amibes dans le flux veineux portal arrêté par le filtre hépatique, induisant une nécrose hépatocytaire, puis la formation d'un abcès avec possibilité d'extension pleuropulmonaire. Maintenant, on passe à la clinique. Donc, pour l'amébiose intestinale aiguë, on a deux aspects, soit la forme dysentérique aiguë, soit la forme subaiguë.
diarrhéique. Donc la forme dysentérique aiguë, surtout chez les enfants en zone tropicale, la plus fréquente et évocatrice des formes. L'incubation entre 2 semaines voire 3 mois. Début généralement brutal avec douleur abdominale, syndrome dysentérique typique associé des selles sanguinantes, sans pis et associé à faux besoins et douleurs type ténasme, c'est l'association douloureuse et distension du rectum et de l'anus, et empreinte, c'est l'envie fréquent, inutile et douloureux d'aller à la salle. La forme subaiguë, la forme diarrhéique, des selles sont pâteuses, rarement glaireuses, en nombre entre 2 à 10 par jour, parfois associées de douleur abdominale. Il n'y a pas de fièvre en règle générale. Pour les complications rares, on a en principe 3 complications, soit la forme fébrile associée à entéropathie bactérienne, notamment Shigella, soit amébose aiguë nécrosante ou bien maligne très rare, caractérisée par des lésions sont étendues à tout le côlon et sont à l'origine de l'hémorragie ou bien la perforation. Cette forme observée sur un terrain fragile, la malnutrition, la polyparasitisme, grossesse et la létalité est élevée. La troisième complication, c'est la forme pseudo-tumorale ou bien ce qu'on appelle amébome, d'évolution chronique avec possibilité de subocclusion, parfois découverte sur pièce préopératoire. Pour l'amébose hépatique, plus rarement que l'amébose intestinale aiguë, peut être contemporaine d'une amébiase colique symptomatique ou bien succéder après plusieurs mois de long terme en apparaître indépendamment de tout épisode classique intestinal. La forme typique, c'est l'hépatalgie fébrile, début brutal ou progressive avec fièvre de 39 et hépatomégalie douloureuse. Donc les abscesses sont souvent entraîner un syndrome néphrétique, douleur de la base droite avec irritation scapulaire droite, et tout sèche et symptômes majorés par l'inspiration profonde. L'examen de douleur de l'ébranlement, c'est-à-dire la percussion doit être douce et prudente car elle peut être entraîne une douleur vive, voire une rupture en cas d'abcès périphérique. Donc d'autres formes, soit on va trouver une fièvre isolée, soit hépatomégalie sans fièvre, peuvent faire discuter un cancer primitif du foie, soit une forme ictérique si l'abcès développement hilaire, il va compris les voies biliaires principales. On a aussi des formes compliquées avec rupture de grosses abcès périphériques de la grande cavité péritoniale ou bien migration vers des autres organes de voisinage responsables de pleurésie purulente, abcès du poumon et péricardite. Donc le diagnostic basé sur la notion de contact, séjour dans un pays d'endémie ou bien la période d'incubation est variable, voire même 6 mois. Des éléments d'orientation pour l'amébose colique, il n'y a pas des éléments d'orientation. Pour l'amébose hépatique, sur l'FNS, on trouve une hyperleucocytose à PNN, CRP élevé. À la radiothorax, on trouve une surélévation de la coupole droite. À l'échographie, la présence d'une ou plusieurs formations liquidiennes arrondies de taille variable, siège généralement au niveau de lobe droit. À la TDM, si l'écho n'est pas contributive, on peut observer l'abcès, surtout si au niveau de dôme de la lobe droite. Donc pour le diagnostic de confirmation pour l'amébose intestinale, c'est la mise en évidence d'entaméba histolytique sur l'examen parasitologie des selles, franchement émise sur la platine chauffante pour visualiser l'amibe mobile et hématophage. Donc l'examen du parasite du sel peu sensible et parfois on peut utiliser le PCR qui est beaucoup plus sensible. La sérologie donne l'amébose intestinale rarement positive. La rectoscopie, on trouve une ulcération en coup d'angle. À la biopsie, abcès en bouton de chemise avec la présence des amibes. Coloscopie utilisée pour le but de diagnostic différentiel des Mickey.
Pour l'amébose hépatique, à l'écho-hépatique, on trouve un aspect d'abcès unique, souvent grand de taille, rarement multiple. TDM est utile uniquement dans le cas d'abcès du dôme hépatique qui ne peut être pas visible à l'échographie. Donc l'examen parasite du sel est souvent négatif. La sérologie est fortement positive avec des faux négatifs possibles au cours de premières semaines. Donc la ponction de collection, on utilise la ponction si la sérologie négative. Si on a doute d'abcès pyogène ou bien absence de réponse au traitement. Donc dans l'amébose hépatique, le pis est de couleur de chocolat avec culture bactérienne stérile. Il n'y a pas des amibes visibles à l'examen microscopique du liquide de ponction. La PCR du liquide de ponction positive et confirme le diagnostic. Pour le diagnostic différentiel des diarrhées liquidiennes, les entérocolites bactériennes ou les diarrhées chroniques type Giardia, cryptosporidiose et Crohn, syndrome occlusif d'adénocarcinome ou bien tuberculose, un gros foie fibré labsibactérienne, ou bien des kystes hydatiques et les cancers primitifs du foie. Le traitement pour l'amébose intestinale, on donne des amibocides tissulaires, c'est la metronidazole, 2 grammes par jour pendant 7 jours. Inefficace dans les formes kystiques. Il faut compléter par l'amébocide de contact. Il a une action uniquement dans la lumière digestive. C'est la tyliquinol. On utilise pendant 10 jours, absorbé au niveau de l'intestin et contrôlé par examen parasitologie des selles après le traitement. Pour l'amébose hépatique, on utilise amébocide tissulaire metronidazole 2 grammes par jour durant 10 jours, suivi par une cure de amébocide de contact, c'est la tyliquinol, pour éviter les rechutes. Donc la ponction d'abcès est justifiée dans le cas pour évacuer un abcès très volumineux de 10 cm et en cas d'évolution non favorable, ce traitement metronidazole pour éliminer les abcès apérogènes. L'évolution sous traitement, généralement la fièvre et la douleur disparaît après 3 jours. Aussi la baisse de CRP, l'échographie normalisée de façon très lente on garde une image cicatricielle. Pour la prévention, respecter l'hygiène alimentaire par lavage des mains, privilégier les plats cuits, éviter les crudités, parler les fruits, et désinfection chimique de l'eau, mais inefficace pour les kystes. Il n'y a pas de vaccination. Et merci.